sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. C'est fou. Mais qui m'a mis des possédés dans le public? Bonjour, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. On est très très heureux de vous retrouver. Vous avez vu que ici c'est la bulle de joie. Voilà. Donc si vous êtes avec nous chaque matin, normalement, ça devrait commencer à être un tout petit peu contagieux. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion en arrivant sur le plateau. Je me dis, mais ces deux-là, en fait, Arnaud et Sarah, ils sont tout le temps en fou rire quand j'arrive. Oui. De quoi vous parliez? C'est lui, il parle sur vous. Oh, Oui. Qu'est-ce que vous avez dit, ok? Non, elle me dit que j'ai un téléphone pourri, tout simplement. Quel mytho. Elle Elle divise pour mieux mythomane, régner, la vilaine. Alors ce matin, dans notre dossier du jour, on va parler de ces moments où on se dit... allez, encore un petit effort et tout. Alors ça peut être monter l'escalier, ça peut être reprendre le sport ou ça peut être carrément courir un marathon. Donc on va parler de l'envie de se dépasser, de repousser ses limites physiques, les marathons donc, les bains glacés. Je sais, ça c'est pas pour vous. Les ascensions en montagne. En fait, on est de plus en plus nombreux à vouloir se mettre en mouvement, à essayer d'aller plus loin que d'habitude. Mais au fond, qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on a envie parfois de repousser nos limites physiques? On va essayer de comprendre tout ça avec le programme du jour. Arnaud a joué les gros bras. Il s'est rendu à l'Irox. C'est une compétition qui mêle musculation, fitness extrême et il y a croisé des athlètes, mais surtout des passionnés de sport presque dépassés pour aller au bout du parcours, qui est pourtant bien difficile. Dans quelques instants, on va écouter l'inspirante histoire de Marie Léoté, histoire incroyable. Elle va nous raconter son fabuleux destin, surtout comment elle est passée de directrice financière à marathonienne en réalisant un tour du monde en courant jusqu'à décrocher un record mondial. Histoire incroyable. C'est dans quelques instants. Et puis on va recevoir aussi notre kiné adoré, Aymeric Verwaarde. Comme à son habitude, il nous donne ses conseils pour se tonifier en douceur et surtout nous apprendre à nous dépasser mais sans brusquer son corps. Et puis pour comprendre pourquoi on cherche à tout prix à se dépasser, on accueille notre médecin urgentiste Abigail Deby qui est avec nous. Deby, oh là là. Merci d'être avec nous malgré toutes ces maladresses. Alors, quel est le profil type de cette personne qui veut et puis surtout qui aime repousser ses limites? Moi perso, j'aime bien ma petite zone de confort. Mais alors, il n'y a pas vraiment de profil type. C'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, les motivations, elles peuvent être très, très diverses, très profondes, et elles sont surtout très personnelles. Par contre, ce qu'on sait, c'est que pour tout le monde, plus quelque chose est difficile et demande un effort, plus ça a de la valeur. Et ça, c'est même démontré chez certains animaux. Donc ça, c'est déjà une première caractéristique. Il y a aussi une idée reçue, qui est que les personnes qui chercheraient à dépasser en permanence leurs limites rechercheraient l'adrénaline. Et en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt la dopamine, qui est le neurotransmetteur, qui est impliqué plutôt dans le désir, dans l'anticipation, dans l'engagement. Dans la récompense aussi. Dans la récompense aussi. Et puis, il y a une chose qui est importante à dire, c'est que ça ne demande pas forcément plus de courage et c'est pas forcément une preuve de force de valoriser l'aventure extrême, le dépassement de soi. Savoir s'ancrer dans un quotidien, dans une stabilité heureuse, rechercher le bonheur aussi dans la routine, ce n'est pas moralement inférieur au fait de chercher en permanence à se dépasser. Ça, c'est important à dire aussi, pour pas complexer. Sarah, vous qui avez fait une randonnée de 6 mois et demi pour battre le record, ça continue. J'imagine que vous avez poussé les Français à se dépasser ce matin. Je ne les ai pas poussés, Agathe, je les ai esquintés ce matin. Oh là, il les a abîmés, mon Dieu. Alors Nicolas, il y a des chercheurs qui ont prouvé que l'effort physique, ça booste le cerveau. Alors on va faire l'interview en planche. Alors Nicolas, comment ça va aujourd'hui? Eh ben ça va très bien, il fait beau, on est en gainage, on attend. Vous allez faire quoi tout à l'heure? Eh ben tout à l'heure je vais aller courir normalement. C'est pas mal hein. Vous êtes un grand sportif quoi. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression de repousser vos limites? Voilà oui. Ouais. Ah bah super, bah moi je suis... Okay. Ça va, vous êtes toute légère. J'ai été gentille. Ouais, elle était vraiment adorable, comme vous pouvez le voir. C'est pas grave, casser une vertèbre d'un Français qui passe tranquille, d'un badaud. Sarah, je vous laisse rejoindre le public. Et alors, puisqu'on parle de dépassement de soi, je vais vous présenter dans un instant Marie Léoté. Alors écoutez bien, à 42 ans, elle se lance le pari fou de réaliser un tour du monde en courant. Elle a une poussette qui contient le strict nécessaire. Et son défi, écoutez bien en quelques chiffres, c'est donc 28 249 km parcourus
698 jours de course, 40 km et demi par jour, 4 continents traversés d'ouest en est, 16 paires de chaussures usées mais pas de blessures. Donc je suis ravie de l'inviter parce qu'on va comprendre que la limite physique est avant tout une affaire mentale grâce à elle. Excusez-moi. Bon, là, Marie, là, quand j'ai dit les chiffres, j'y croyais pas moi-même. Bonjour, Marie. Bonjour, Je suis trop contente que vous soyez là. On a plein de questions à vous poser. Je le disais tout à l'heure, donc vous avez réalisé un exploit, donc courir l'équivalent d'un marathon par jour, au fond, à travers le monde. Vous avez d'ailleurs décroché un record du monde. C'est-à-dire, c'est le plus rapide, c'est ça, pour une femme, je crois, de tour du monde. Alors, cette folle aventure, vous la racontez dans votre livre. Ça s'appelle « Le monde sous mes pieds ». C'est édité chez Calman Levy. Et je suis ravie que vous veniez partager votre histoire. On va revenir un tout petit peu en arrière. Parce que c'est vrai que le sport faisait partie de votre vie, vraiment. Vous couriez, etc. Mais ce n'était pas vraiment votre activité favorite. Et d'ailleurs, vous excelliez pas vraiment, si je peux le dire, dans la course. J'avais des temps qui étaient très corrects pour une amatrice, mais je n'étais pas du tout une sportive, une athlète de haut niveau ou quoi que ce soit. Mon temps de marathon moyen était de l'ordre de 3h20, ce qui est correct, mais ce qui n'est pas non plus de l'ordre de l'exploit. Les professionnelles femmes font 1 heure de moins que ça. Chacun a son propre niveau, mais ce que je veux dire, c'est que moi, c'était pas exceptionnel. Voilà, vous n'étiez pas une athlète de marathon, quoi. Donc, on se demande comment vous est venue cette idée farfelue de parcourir le monde en courant. Comment c'est venu ? En fait, ça s'inscrit dans une ligne qui était assez logique chez moi. Moi, ça faisait 20 ans que j'étais nomade. J'ai quitté la France pour terminer mes études et je ne suis jamais revenue. Et ce qui m'anime, moi, c'est d'aller découvrir le monde, de savoir comment on vit à tel endroit, qu'est-ce qu'on mange ici, quelles sont les traditions, etc. Donc, ces 20 ans de nomadisme qui m'ont emmené partout en Europe et en Asie, on nourrit cette quête du monde. Donc, quand j'avais 40 ans, j'ai été postée à Singapour à l'époque et j'étais perchée dans ma tour au 30e étage et dans une conversation téléphonique au bureau qui s'éternisait, je griffonnais des petits dessins sur mon calepin et quand j'ai terminé la conversation, un de ces dessins, ça représentait une map monde avec une petite bonne femme qui courait autour. Alors, j'imagine qu'il y a une longue préparation, quoi. À partir du moment où l'idée vous vient, par quoi vous commencez ? Qu'est-ce que vous faites ? Oui, effectivement. Entre le moment où j'ai l'idée et le moment où je démarre, il y a 2 ans qui s'écoulent, pendant lesquels je bosse quand même à plein temps. Je conserve mon boulot. En fait, il faut être prêt physiquement, il faut être prêt au niveau de la logistique et il faut être prêt aussi financièrement. Parce que n'étant pas une athlète, mes chances de trouver des sponsors, c'était à peu près 0. Donc il fallait que tout ça soit aligné. Physiquement, ça a demandé quand même d'aller chercher quel était mon volume confortable quotidien pour pouvoir recommencer le lendemain. Donc j'ai commencé très simplement. Mon boulot était à 20 km de ma maison et je rentrais tous les soirs en courant. En me disant, vous passiez de votre tour, vous enleviez vos talons, vous mettiez des baskets et vous couriez 20 km pour rentrer. J'avais mes petits talons hauts dans le sac à dos et je faisais le retour comme ça tous les soirs. Et en fait, je me suis aperçue qu'en courant ce demi-marathon, à la fin d'une journée de travail complète, avec toute la charge mentale, etc., que ça représente, je revenais au bureau le lendemain presque encore plus reboosté, etc. Donc je me suis dit, si on m'enlève la journée de travail au bout d'un moment et que tout ce que j'ai à faire, c'est un autre demi-marathon, donc l'idée du marathon par jour, c'est un peu profilé comme ça assez naturellement. Puis je l'ai mise à l'épreuve pendant ces 2 ans de préparation et... Voilà. Donc ça fait partie de la préparation aussi. Forcément, il y a une préparation physique. Mais mentalement ? Ce projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il était très logique dans ma vie de nomade, en fait. Et en fait, c'était un espèce de coup d'accélérateur où j'allais le faire, ma quête du monde allait se poursuivre, mais de manière beaucoup plus intense, avec une aventure quotidienne, d'aller de ville en ville tous les jours pendant 2 ans et demi à travers les continents. Donc en fait, on parlait aussi du système de récompense tout à l'heure. Moi, tous les jours, j'avais toutes mes récompenses. J'avais vécu une petite aventure extraordinaire, je m'étais dépensée physiquement, j'avais découvert quelque chose de neuf, et en même temps, j'étais dans cette quête du monde. Donc, tous les marqueurs étaient ouverts tous les jours, quelles que soient les conditions climatiques, de terrain, etc. Mais bon, quand même, vous courez un marathon par jour. Il y a bien quand même un matin où vous vous réveillez, vous avez mal aux jambes. Il faut aller la chercher quand même, l'envie de courir. Non, et c'est pour ça que je pense que le mental est très important. La manière dont je courais, donc j'étais pas à bloc, je faisais pas des marathons aux 3h30 tous les jours. C'est ça. Ma moyenne était à 1 heure de moins que ça. Je faisais mes marathons en moyenne en 4h30, ce qui est très bien aussi, mais ce qui est quand même 1 heure de moins que ce que je fais si je suis dans le rouge tout le temps. Donc je les courais de manière très confortable, ce qui fait que je ne stressais pas mes muscles de la même façon. Donc j'ai pas vraiment eu de problème physiquement de fatigue. Mais vous aviez quand même des routines pour, j'imagine, détendre vos muscles.
Ça exige une préparation aussi quand même, ça. J'avais une technique que j'appelle le scan mental qui me permettait d'analyser mon corps en temps réel pendant que je courais. Donc en fait, c'était une manière d'avoir une perception très fine de tout ce qui se passait dans mon corps et d'adresser les problèmes au moment où je commençais à les percevoir. Comme une ampoule, pour arriver à l'ampoule, il faut déjà qu'il y ait eu un frottement que le cerveau ignore complètement, et puis il faut que ça se développe, et puis il faut que ça crée une ampoule. C'est un processus. Avec le scan corporel que j'avais, dont j'ai parlé tout à l'heure, on attrape tous les signaux dès le début. Donc on est capable... Donc on anticipe. On anticipe. Si ça frotte, on s'arrête sur le bord de la route, on change ses chaussettes, on desserre ses lacets, on fait ce qu'il y a à faire et puis on continue. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile Parce qu'à vous écouter, on a l'impression que tout est super, mais... Non, il y a eu quand même une difficulté majeure, c'est que je suis partie en décembre 2019 et donc au bout de 3 mois de course, la pandémie mondiale, le Covid est arrivé. Donc je suis restée coincée sur un continent. Ma traversée de l'Europe aurait dû durer 7000 km, à peu près 6-7 mois de course. Elle a duré 1 an et demi et 15 500 km de course. J'étais coincée, donc en fait, il y avait des frontières ouvertes, des frontières fermées, des endroits qu'on pouvait traverser. Donc c'était plus une question de logistique qu'une question de physique ou de mental, quoi. En tout cas, en vous écoutant, on a vraiment l'impression qu'effectivement, le mental, ça compte. Regardez, vous qui êtes devant votre télé, cette carte qui est ultra impressionnante de votre tour du monde. Quand on a fait ça, 28 249 km en 698 jours, je le dis, je le répète, qu'est-ce que ça change en soi? Qu'est-ce que ça vous a appris à vous, sur vous-même, sur le monde qui nous entoure? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, si on parle de soi, puisque le thème de l'émission aujourd'hui, c'est les limites, moi, je pense qu'avec tout ça, avec ce marathon quotidien, c'est presque 700 marathons enchaînés, j'ai même pas touché à mes limites. Je les ai même pas touchées du doigt. Si vous voyez les photos sur la ligne d'arrivée, c'est évident que si j'avais eu les moyens de continuer... Il n'y a pas une goutte de transpi? Ah, si. Là où moi, je serais sur un brancard. Donc je pense que les limites, elles sont essentiellement soit imposées par la société, par le sport. Par exemple, on nous dit qu'un marathon, c'est extraordinaire, que dans courir un, il faut 3 mois pour récupérer, etc. Et donc, du coup, ça crée des limites mentales. Mais je pense que si on prend le soin de s'intéresser à soi, c'est plus une exploration de soi. Et moi, l'exploration de moi, c'est comme en parallèle avec l'exploration du monde. Je pense qu'elle est infinie, c'est la quête de ma vie. Et, en fait, ce que ça vous a appris, c'est qu'il n'y a pas de limite. Exactement. Vous avez fait des belles rencontres aussi, parce que j'imagine qu'on dort un peu là où on peut. Exactement, oui. C'était ça aussi la beauté du voyage et la récompense permanente. C'était les rencontres humaines aussi, sur tous les continents, dans des pays où je ne parle pas forcément les langues. Et c'est toujours ces rencontres-là qui sont les plus belles et qui nourrissent en fait ce voyage. C'est pour ça que pour moi, le marathon quotidien, c'était un prix très faible à payer pour ce que je recevais en retour tous les jours. Marie, vous faites rêver. Bon, je ne suis pas sûre que je vais le faire quand même, mais en tout cas, vous nous faites rêver, vous nous inspirez beaucoup. Merci pour votre témoignage. Je suis sûre que ça va en motiver quand même plus d'un à se lancer des défis. Il faut juste se lancer peut-être des défis à notre portée, parce qu'on sent quand même que vous êtes une force de la nature. Sarah, est-ce que les Français aiment repousser leurs limites physiques? Oui, parfois jusqu'à en pleurer, vous allez voir. C'est quoi pour vous se dépasser physiquement? Elle est au-delà de ce qu'on est capable de faire. Quand tu te sens, par exemple, fatigué, mais que tu te relèves et que tu y ailles en fait. Que tu réfléchis pas, tu fonces en fait. Vous pensez à quoi pendant l'effort? À me dépasser. Pourquoi j'y arriverais pas en vrai? Si eux ils le font, c'est que c'est faisable. C'est quoi vos limites? Est-ce que vous en avez? C'est quand je pleure. Mais une fois que je pleure, ça veut dire que là c'est bon, là c'est trop. C'est le corps qui dit non souvent, mais le mental il est... Vous vous sentez comment après un effort physique intense? Je me sens bien. J'ai l'impression que je suis Spider-Man, je peux aller dans tous les sens, je peux me lâcher. Parce que je sens le corps il boue. Plus léger. Et fier de moi aussi. C'est quoi le truc le plus difficile que vous ayez accompli physiquement et dont vous êtes fier? Alors c'était parce que j'ai fait aussi la danse. Et oui, c'était une danse qui était assez physique. Et j'ai gagné la compétition. Et c'est là où je me suis dit, ça y est, je peux monter sur la lune. Un petit pas de breakdance là. Clac, 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 clac. Wow. Bon, j'arrête. Et voilà, Sarah, qui distille la joie. Elle arrive à torturer les Français et en même temps à nous rendre joyeux. Alors Marie, moi j'ai une question un peu délicate. J'ai une amie qui s'entraîne en vue d'un marathon et sur une longue distance, il lui est arrivé de se faire popo dessus. Est-ce que ça valait le coup d'interrompre Est-ce notre que c'est des émission choses qui vous sont déjà arrivées? Non, mais que ça lâche à ce niveau-là
Alors, je pense que ça dépend beaucoup de dans quelle zone on se situe. Si on est en zone rouge, où effectivement tout l'effort qu'on produit va directement dans les jambes et dans le corps pour avancer, eh bien effectivement le corps ne s'occupe plus trop du transit, etc. Et ça peut poser des problèmes. Je pense que quand on court en zone beaucoup plus confortable, le corps sait gérer. Donc peut-être le conseil, ça serait de ralentir, de faire un rythme un peu plus raisonnable. Abigail, Marie le disait tout à l'heure, elle est convaincue que tout le monde a des capacités physiques et ces capacités physiques de courir sur de longues distances. On serait en fait les animaux les plus endurants. Alors oui, et particulièrement, enfin, on est champion de l'endurance en chaleur. C'est-à-dire qu'on est très très fort pour dissiper la chaleur, contrairement à d'autres animaux. Et on a plein d'avantages qui nous permettent effectivement de tenir des efforts longs, prolongés, pour autant qu'ils ne soient pas trop intenses comme le disait Marie. Alors déjà, on a des glandes sudoripares quasiment sur tout le corps et on n'a pas de pelage, enfin, sauf... exception, quoi. On n'allait pas là-dedans, Miguel. donc, du coup, ça nous permet de transpirer et donc d'évaporer la chaleur. L'autre chose, c'est qu'on est bipède et donc, du coup, on est un peu moins exposé au soleil que si on était à quatre pattes et donc, on absorbe moins de chaleur. On a aussi un très bon système cardiovasculaire qui nous permet d'apporter de l'oxygène partout au niveau de nos muscles, etc. On a un cerveau et on le voit très bien avec l'exploit incroyable de Marie. Et notre cerveau est capable à la fois de faire oublier certaines douleurs, de garder la motivation, etc., d'avoir des capacités de concentration exceptionnelles. Et puis, en fait, on a aussi un système métabolique qui est très bon et qui nous permet de dépenser l'énergie intelligemment sur de très longues durées. Et en fait, c'est exactement ce que vous venez d'expliquer. C'est que probablement faire un marathon en 2 heures, c'est très, très coûteux pour notre santé. C'est pour ça qu'on a du mal à récupérer. Mais faire un marathon en 4 heures ou en faire un tous les jours en endurance fondamentale, quand on n'est pas essoufflé, etc., ben, probablement ça, on peut le faire beaucoup plus facilement qu'on pourrait imaginer. Merci Abigail et merci Marie-Léoté d'être venue partager votre incroyable aventure. Je vous invite à acheter ce livre, ça s'appelle « Le monde sous mes pieds ». Marie raconte tout dedans, c'est chez Calman Levy. Merci encore, Marie, de votre présence solaire. Alors, pour retrouver toutes les solutions bien-être d'Abigail Déby et de nos autres experts, vous savez que vous pouvez aller sur nos réseaux, Bel et Bien Ensemble, et puis il y a plein d'astuces bien-être. Enfin bref, vous pouvez prolonger cette expérience si agréable qui est celle de nous regarder chaque matin, en tout cas de regarder nos invités. Alors, on enchaîne, les sportifs ne jurent que par cette compétition qui fait de plus en plus d'adeptes. Arnaud, vous êtes rendu à Irox, non? Irox. On va vous voir soulever de la fonte. Oui, si vous êtes sage. Oui. Alors, vous allez venir avec moi, on va aller au Grand Palais, parce que ce magnifique monument accueille pour la 2e année consécutive cette compétition. Alors, si vous ne connaissez pas, et surtout si vous ne savez pas en quoi ça consiste, c'est une course à pied, où on enchaîne 1 kilomètre avec une série d'exercices de muscu, et on répète le tout 8 fois. Vous pouvez le faire en solo ou en duo, et là, cette année... Toutes les places ont été prises. Il y a 15 000 places qui sont parties, avec justement des coureurs sur 4 jours qui se sont précipités sur les inscriptions. Alors moi, malheureusement, le dernier dossard m'est passé sous le nez, mais j'ai envoyé Paul, notre reporter, pour vous faire découvrir ça. L'Irox est né en Allemagne il y a 9 ans pour conjuguer course à pied et musculation, avec l'idée de faire du sport dans des lieux célèbres comme au Grand Palais. On a rejoint Héloïse Péricard en charge de l'organisation de l'événement. Le cadre est carrément exceptionnel pour une course d'Irox, non? Oui, c'est vrai que c'est notre lieu le plus exceptionnel en France et peut-être même un des lieux les plus exceptionnels dans le monde pour l'Irox. L'an passé, ce sont 80 courses qui ont été organisées dans le monde entier avec plus d'1 demi-million de participants en tout. D'où ça vient ce succès selon vous? Alors je pense que l'envie de se dépasser physiquement, c'est quelque chose qui est assez qui s'inscrit dans une tendance de société aujourd'hui, depuis la fin du Covid, où les gens ont envie de se dépasser, ont envie aussi de prendre soin de leur santé, de prendre soin d'eux. On a rencontré Théo et Vanessa, un couple qui s'entraîne ensemble depuis plusieurs mois pour réaliser leur premier Irox. Comment vous avez connu l'Irox? C'est mon papa qui faisait de l'Irox, qui m'a fait découvrir. Moi, je suis venue le voir en spectateur. Et quand j'ai vu l'ambiance, la musique, les stations, ça mélangeait ce que j'aime, la muscu et la course à pied. Donc voilà. Léo Antoine va participer à son 4e Irox en 2 ans, mais ce sera son premier avec sa compagne Amandine. Comment vous vous sentez là, à quelques minutes de cet Irox? Un peu stressé,
mais on va prendre que du plaisir. C'est la première fois qu'on le fait ensemble et on avait vraiment envie de tester ça ensemble, donc on va essayer de s'amuser et de profiter. C'est le grand départ. Plus d'1h20 d'efforts intenses attendent nos deux couples. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'Aerox? Le dépassement de soi. On a ces shots un peu d'adrénaline pure qui vont faire qu'on est bien, même si on a passé une mauvaise journée. Ça nous libère un peu toutes les tensions dans le corps. Est-ce que le fait de le faire ensemble, ça aide aussi à se dépasser? Ah oui, complètement. Ça n'a rien à voir avec un Aerox solo. C'est beaucoup plus... Enfin, c'est plus appréciable parce qu'on est moins constamment dans l'effort intense. Du coup, on peut profiter aussi de l'effort de son partenaire pour se reposer. Donc, ça permet de prendre peut-être un peu plus de plaisir qu'en solo, je pense. Le format, il a vraiment été pensé de manière à être le plus accessible possible. C'est que du poussé, porté, tiré. Les charges, elles ont été vraiment pensées de manière à ce que, quelle que soit la personne qui commence l'entraînement, elle puisse finir la compétition. Quand on fait un peu moins de sport, qu'on voit ça, on se dit mais pourquoi vous vous infligez ça en fait? On se pose la même question quand on est dans l'effort. Pourquoi on s'inflige ça? Il y a beaucoup d'épreuves où c'est vraiment douloureux, notamment sur la fin avec tout ce qui est wall ball et fente, où là les jambes elles en peuvent plus, elles nous demandent d'arrêter. Mais après c'est du mental, c'est de l'encouragement entre les personnes et c'est ça qui est génial. Ça a entraîné pendant des mois, puis on arrive là et on voit ce qu'on est capable de faire le jour J. Et c'est énormément de plaisir, de fierté aussi de se dire, voilà, j'ai tenu jusqu'ici, j'ai tenu tous mes entraînements et maintenant, c'est la concrétisation en fait de toutes ces semaines, tous ces mois d'entraînement. Amandine et Léo-Antoine arrivent au bout d'1h20 d'efforts et de douleur. On arrive à prendre du plaisir même quand on a mal, quand on est dans le mal. On arrive quand même à profiter? Moi j'ai pris du plaisir, mais je peux comprendre qu'on n'en prenne pas. Moi j'ai pris du plaisir à avoir mal et je dirais même que sur le dernier run, il m'en manquait un peu. J'aurais bien aimé en refaire d'autres. Ah ouais. Ouais. Moi j'étais contente d'arriver. Vanessa et Théo franchissent la ligne d'arrivée en 1h25. Moi, je suis content, on a fait ça ensemble. Elle a supporté, donc c'est le principal. Elle a tenu jusqu'au bout sans m'engueuler, donc ça va, je suis content. Bravo en tout cas, bravo. Personnellement, il n'y a pas d'urgence à ce que je fasse les rocks. On va attendre un petit peu. Abigail, c'est l'heure de faire chauffer vos neurones. Parce que c'est la question qu'on n'a pas vu venir de Stan Gusman qui arrive. Eh oui. Agathe, vous le savez, je suis un pétochard. L'aventure, très peu pour moi. Cela dit, je peux quand même comprendre qu'on ait envie de repousser ses limites en passant de toi en toi pour le frisson de l'adrénaline, comme on le voit sur ces images vertigineuses, même si personnellement, regardez-moi, vivant, jamais. En revanche, il y a quelque chose que je ne m'explique pas. Ceux qui repoussent leurs limites physiques, quitte à mourir pour rien. D'ailleurs, il y a une cérémonie qui leur est consacrée, ça s'appelle les Darwin Awards. Et ça couronne les morts les plus absurdes de l'année. Musique. Dans la catégorie « Je suis mort en repoussant mes limites physiques » sont nommés le mec qui a décidé de descendre une piste noire en luge sur un matelas de pylône et qui a fini par s'encastrer dans le dit pylône, le prof de parachute qui voulait battre le record de vitesse en chute libre et qui a sauté sans parachute, le nageur de l'extrême qui a voulu faire un selfie avec un requin blanc et qui a fini en tartare, et enfin tous les alpinistes qui prennent le risque de mourir en sorbet pour voir de leurs propres yeux ce qu'un drone arrive à filmer en HD. Et les gagnants sont... suspense, les alpinistes. On peut les applaudir, franchement, mourir pour un selfie à 8000 mètres d'altitude. C'est absurde, et je pense notamment à l'expédition de 1996, dans la nuit du 9 au 10 mai. Regardez ça, des alpinistes amateurs qui ont payé leur expédition 50 000 $ s'élancent pour gravir l'Everest. À l'approche du sommet, la radio annonce que la météo se dégrade. Ordre clair, demi-tour. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Ils persévèrent, et sans surprise, ils sont pris dans la tempête. 8 d'entre eux décèdent d'hypothermie, et les survivants reviennent avec des séquelles à vie. Voilà. À ce stade, pour moi, ce n'est plus du dépassement de soi, c'est de l'ego mal placé. Abigail, pourquoi certains prennent des risques absurdes, quitte à se faire mal ? En fait, dans notre évolution, on a quand même lié souvent la force physique à un statut plus élevé. Et donc ça, cette espèce d'impression primaire, elle est restée. Et donc quand on a
plus besoin de montrer en fait qu'on est fort, qu'on peut repousser ses limites, et bien, parfois ça peut court-circuiter l'instinct de survie et faire qu'on prend des dangers complètement inconsidérés dans une espèce d'illusion qu'on va pouvoir contrôler son corps, les circonstances extérieures, la météo, etc. Donc c'est un vrai biais cognitif qui existe. Ok, j'ai l'impression que c'est plus masculin que féminin, me trompe-je? Ouais. En tant que bonne féministe, je vous dirais oui. Ouais, bah, je pars là-dessus. Partez là-dessus, Stan. Merci beaucoup, Sarah. Oui, alors moi, quand je vois des vidéos sur les réseaux sociaux où je vois des gens faire des choses extraordinaires, bah moi, ça me motive à me dépasser. Est-ce que c'est normal que ça me fasse cette sensation-là? Les réseaux sociaux en eux-mêmes, alors oui, c'est à double tranchant, mais il y a quand même des choses qu'il ne faut pas oublier. Les réseaux sociaux, c'est quand même une économie de l'attention, donc ça va déplacer un peu le curseur de la normalité. On le voit très bien avec des choses qui étaient considérées comme extraordinaires il y a quelques années, et via les applications, via les réseaux sociaux, etc., qui sont devenus de l'ordre de la banalité. Le marathon, vous voyez, maintenant, c'est une discussion banale de parents d'élèves, alors qu'avant, c'était quelque chose vraiment qui était de l'ordre... Voilà, c'était quelque chose de bizarre. L'autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que les réseaux, c'est quand même le lieu de l'illusion, de la mise en scène, du mensonge ou du mensonge au moins par omission, et que derrière chaque performance extraordinaire, tout le contexte nous reste totalement inconnu. Est-ce qu'il y a de la souffrance physique, morale? Quel sacrifice on a fait sur le plan de notre vie personnelle, notre vie professionnelle, de nos relations aux autres pour en arriver là? Donc c'est important. Et en fait, le problème des réseaux sociaux aussi, c'est qu'il n'y a pas de limite en fait à la performance. On trouvera toujours quelqu'un qui va dépasser le record précédent. Et donc ça, c'est important à garder en tête. Merci beaucoup, Abigail Déby. On croit souvent que repousser ses limites, c'est forcer. M. ton kiné va nous montrer qu'une préparation intelligente, ça doit être au contraire progressif et surtout, ça doit respecter notre corps. Bonjour Émeric, bonjour. Merci d'être avec nous. Plaisir. On a plein de questions à vous poser. Je voudrais déjà qu'on voit les 3 règles indispensables pour envisager de se dépasser physiquement sans se blesser. Ouais. Règle numéro 1, on va pas trop vite. Exactement. Il faut commencer par des petites étapes, mais on va surtout favoriser la régularité. Si on prend un exemple de course à pied, si ça fait longtemps qu'on n'a pas couru, on ne va pas courir directement 1 heure. On peut tout à fait commencer par 5, 10, 15 minutes, mais le faire tous les jours. À chaque fois qu'on a une nuit de sommeil, c'est du temps pour notre corps pour récupérer de ses efforts. Donc on favorise plein de petits efforts plutôt qu'un seul gros. On fait la politique des petits pas. Exactement. Règle numéro 2, investir beaucoup de temps dans sa récupération, justement. Exactement. On pense que plus on se met d'objectifs, plus il faut s'entraîner. Mais n'oublions pas que ce qu'on veut quand on fait un objectif, c'est s'entraîner pour que notre corps se développe. Et qu'est-ce qui fait qu'il se développe? C'est la récupération. Avec les 3 piliers qui sont bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, c'est la base. Ok, et puis la règle numéro 3, c'est faire des semaines de rechargement. Exactement. On culpabilise quand on fait pas de sport. Non, mais en fait, c'est obligatoire. On appelle ça des semaines de deload. Deload pour dire décharger. Il y a un moment donné où le corps n'arrive pas à suivre. Donc, par exemple, toutes les 4 à 6 semaines, c'est recommandé de faire une semaine de décharge. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on va baisser un peu la durée des séances, on va diminuer l'intensité. Et peut-être plutôt que de courir, on marche, c'est ça? Alors, on peut soit varier les activités. De faire de la muscu, on fait du gainage, un peu de yoga. Exactement. On peut réduire la durée et l'intensité, mais on peut aussi changer d'activité, faire ce qu'on appelle des activités de transfert. On va faire autre chose, et puis ça fait du bien aussi à la tête, de temps en temps, de se lâcher la grappe, de toujours vouloir faire un peu plus. Une semaine où on profite, on fait autre chose, on prend du temps pour lire, on prend du temps pour voir un peu plus ses amis, ça fait du bien. Et est-ce qu'il y a des signaux d'alerte où on voit que son corps ne peut pas suivre, où on est capot ouvert ou... Oui, absolument. Le risque d'en faire toujours plus, ça va être de tomber ce qu'on appelle dans du surentraînement. Le surentraînement, c'est que notre corps n'arrive plus à récupérer. Il y a beaucoup de signes, ça peut être des troubles de l'humeur, des troubles du sommeil, perte d'appétit, perte de libido, ça peut être des problèmes de peau. Tous ces signes-là doivent nous avertir sur attention, mon corps ne récupère pas assez bien, donc soit j'augmente ma récupération, je dors plus, je mange mieux, soit je réduis un petit peu mon volume d'entraînement pour pouvoir à nouveau récupérer. Abigail, vous confirmez? Oui, je confirme. Il faut savoir que le surentraînement, c'est un stress pour le corps. Et donc, ça va avoir un effet à la fois physique et psychologique. Oui, c'est qu'en fait, on vient rechercher du bien-être et c'est tout l'inverse qu'on gagne si on ne fait pas attention. Hein. Et il faut dire aussi que la douleur peut faire partie de l'effort sportif. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est dangereux. Mais l'alerte, c'est quand une douleur persiste au-delà de 48-72 heures, notamment après l'arrêt de l'effort. Et aussi si une douleur est croissante à l'arrêt de l'effort. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. Merci beaucoup, Abigail. On vous libère, on vous retrouve très très vite. On vous laisse à vos patients. Alors, se préparer physiquement, c'est rien sans une bonne alimentation pour repousser les limites. Tout compte, en fait. Et notre chef adoré, Héloïse Brion, est avec nous pour nous faire un plat parfait pour récupérer. Coucou Héloïse. Est-ce que vous êtes très sportive, vous, Héloïse? Moi, j'adore faire du sport. C'est vrai, quoi comme sport? Alors, j'adore nager,
Je me mets un peu à la course à pied, mais tranquillement. Voilà, j'aimerais bien faire du renforcement musculaire, du yoga. Enfin voilà, j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. J'aime bien varier les plaisirs. Émeric valide. Héloïse, puisque vous êtes sportive, vous nous avez fait un plat justement pour nous aider à pousser un petit peu nos limites. C'est une cuisine riche en minéraux que vous avez préparée. Exactement. En fait, je voulais vous proposer une recette qui va nous aider après justement des séances de sport, qui va du coup être riche en magnésium, en fer, en protéines évidemment. Et donc du coup, je vous ai préparé une recette de salade de betterave avec du thon, des amandes, des graines de courge. Enfin voilà. Très bon. C'est très facile à faire, ça nous fait du bien, on fait le plein de nutriments. Et c'est pas trop lourd aussi. Donc, on veut la recette d'urgence. Allez, je vais la montrer en image. Donc c'est tout simple. Ça tombe bien l'horaire. Un petit peu d'oignon, voilà. Un petit peu d'oignon rouge, de la menthe fraîche, mais vous pouvez vraiment varier les herbes selon vos souhaits. Vous pouvez mettre du zeste de citron bio, des amandes grillées non salées, qu'on concasse. On va mettre de l'huile d'olive, un petit peu de vinaigre de cidre. Vous pouvez mettre du vinaigre balsamique si vous préférez, de la fleur de sel. Et on met les oignons dedans, le zeste de citron, un petit peu de jus aussi pour les vitamines, les herbes. Donc comme ça, on a préparé notre vinaigrette. Ensuite, on met alors de la roquette, mais ça peut être aussi des pousses d'épinards, de la mâche. Et on va mélanger tout ça avec nos betteraves. Et on met sur la roquette. On met sur la roquette. Et ensuite, on prend du thon en filet. Je le préfère en filet qu'en conserve. Je trouve qu'il est meilleur pour la santé. Puis on a un peu plus de mâche. Et puis on ajoute des graines de courge qui sont remplies de magnésium aussi. Et puis on peut remettre un petit peu d'herbe, de zeste, voilà, selon... C'est tout simple, hein, en fait. Tout simple, tout facile. C'est rapide à faire parce que souvent, on a quand même un petit peu faim après le sport. Et ça permet au corps de se régénérer. Avec un plat complet, et donc on l'a dit, riche en minéraux. Merci Héloïse, vous restez avec nous bien sûr. Arnaud, vous avez été longtemps très très proche du terrain, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais Arnaud Loquet, c'est un ancien journaliste sportif. Voilà, c'est pour ça qu'il est... À défaut d'en faire, je le filme. Vous allez nous en parler, parce que c'est le moment de prescrire votre happy thérapie. Alors c'est vrai que moi j'ai adoré, quand j'avais ma caméra, être au plus près de ceux qui se dépassent pour atteindre des records, parce que c'est absolument génial de voir ce que les gens vont puiser chez eux. Et alors là, depuis le début de l'émission, on voit les limites physiques que l'on veut dépasser. Moi, par les records que je vais vous montrer, qui sont vraiment particuliers, on va voir comment on dépasse ses capacités mentales, avec notamment beaucoup de dextérité. Et le premier que je vais vous montrer, ça va vous paraître pas grand-chose, mais en fait, il a empilé 4 bonbons. Les uns au-dessus des autres, et c'est hyper compliqué. Et c'est tellement un record qu'il a été enregistré dans le fameux Guinness Book. Il y est arrivé. Tout le monde va essayer de le faire mais maintenant. Bien sûr, chez vous, mais alors moi je l'ai testé, chez vous, essayez de le faire. C'est vraiment hyper chaud. Voilà. Il a le temps apparemment quand même, si je peux me permettre. Hein. Il a le temps. Mais vous savez quand est-ce qu'il l'a fait? Non. Pendant le confinement. Ah bah voilà. Il s'ennuyait tellement qu'il a empilé ses... Il y a quand même moins de risques de blessure là, hein, je remarque. Oui, la récupération sera un peu plus facile. Alors le deuxième, celui-là aussi il est assez canon, c'est le House of Cards, le château de cartes. Regardez ça. Lui, la spécificité, donc il a empilé les cartes les unes au-dessus des autres. Mais je ne sais pas si vous le voyez, le truc qui est hyper dur, c'est qu'il l'a fait au-dessus d'une machine à laver qui était en train de tourner. Donc on voit les premières cartes qui sont en train de s'envoler, mais il est monté au-dessus de son échelle et il a réussi à y arriver. Il a mis pour le faire, ce château, il a mis 12 heures. C'est Dubaï? Ouais, bah c'est pas loin. Un peu plus de 3 mètres. Incroyable. Son château. Canon. C'est beau en plus. Ouais, c'est magnifique. Et là, pareil, homologué par le Guinness. Alors, par curiosité aussi, je me suis renseigné, pour que ce soit homologué par le Guinness, notamment les petits bonbons, faut que ça puisse tenir 4 ou 5 secondes selon ce que vous empilez. Et j'en viens à mon nouveau record, ça, celui-là, c'est mon petit chouchou. C'est une personne, un génie, j'ai envie de l'appeler, c'est un génie. Il a empilé des rouleaux de papier toilette en 30 secondes. Et alors, ce record qui a été battu, il a C'est pareil, on se demande quand même où est-ce qu'il a eu l'idée. Il s'appelle Silvio Saba. Il a atteint ce record-là en 2013 et il a mis 28 rouleaux. Là, vous avez 28 rouleaux chez lui. Il est filmé par son pote. Ne reproduisez pas ça chez vous, c'est très dangereux. Il est allé jusqu'au plafond. Et là, on va le voir, c'est là que c'est hyper technique, c'est que vraiment sur la fin, on le voit, il tient le truc, parce que je vous le disais, pour que ce soit homologué, il faut que ça tienne 4 ou 5 secondes. Donc on le voit, il y a son pote qui est en train de le filmer, qui compte avec lui. Et là, il est hyper content, il l'a validé.
pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est difficile. Vous allez applaudir nos 2 candidats, nos 2 volontaires qui vont venir à côté de moi. Oh là là, bravo. C'est du courage, c'est du courage. Et vous allez avoir 30 secondes. Et là, franchement, applaudissez pour les encourager. On va faire démarrer le chrono. OK ? Vous avez 30 secondes pour m'empiler ces rouleaux. Vous êtes prêts ? Attention, c'est parti. 3, 2, 1, top. Go! Oh là. Alors, si vous voulez reproduire à fond. l'exercice chez vous, vous vous enfermez tranquille aux toilettes et plutôt que de faire un sudoku ou des mots croisés, vous empilez ça. Après, faites Vraiment, pas on les deux en repousse même nos temps limites parce que... physiques, hein. Oh là là, dis donc. 3, 4, 5, 7, Attention à la base, hein, madame, parce que là, j'ai peur. C'est égalité là pour l'instant. Je crois que ça, c'est le 10e. Allez! Allez, donnez tout, donnez 7, tout. 6, Allez, les gars! 5, 4. Oh là là, oh là là, mais quel talent! Mais où est-ce que ça va s'arrêter? Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup Arnaud pour ce moment de riche culture. On s'en souviendra toute notre vie. Aymeric, j'aimerais qu'on termine en mouvement dans le papier cul. Vous allez maintenant nous parler des squats. Vous dites, vous, que c'est adapté à tout le monde. Absolument. Même si, en fait, ça nous fait parfois un petit peu peur. Allons-y. J'ai besoin de mon fidèle acolyte. La rapidité avec laquelle ils ont enlevé le papier toilette. Donc en effet, on parle d'extrême, on parle de bien préparer son corps et le squat est un exercice de choix. L'idée, c'est de se dire comment on le fait. On entend souvent pieds parallèles, largeur de hanche. Le problème, c'est que ce conseil, il est valable aussi bien pour tout le monde que pour personne. Parce qu'on n'a pas la même mobilité, on n'a pas les mêmes raideurs. En fait, à la maison, n'hésitez pas à le tester. Comment je me sens? Pieds serrés, pieds parallèles. Est-ce que j'arrive à bien descendre ou alors est-ce que, comme moi, j'ai tendance à partir un peu en arrière? Ne vous inquiétez pas, c'est fait par des professionnels. Si c'est le cas, on va écarter. Pour écarter, on écarte de 2 manières. Ah, c'est pas grave d'écarter, d'accord. Non, pas du tout. Ah, Soit c'est bien. j'écarte un peu plus gauche-droite, soit j'écarte en venant pivoter mes pieds et faire ce qu'on appelle une rotation. Et là, une fois que je suis ici, moi, à titre personnel, je me sens beaucoup plus confortable. Je suis bien plus droit, bien plus à l'aise et je peux avoir une bonne amplitude. Moins. Là, c'est trop écarté. Ah ouais. Et donc, l'idée, c'est de se dire comment je me sens. Est-ce que je suis mieux pieds parallèles et serrés? Balasana. Plus ouvert. Je vois aussi des gens, des fois, qui ont un peu du mal avec les talons qui vont venir décoller lorsqu'ils descendent au niveau du squat. Alors, qui décolle en soi, c'est pas extrêmement grave, mais on va venir perdre un petit peu en stabilité. Souvent, c'est dû à une raideur de cheville. Donc là, une fois encore, le fait d'ouvrir un petit peu plus va permettre de garder les talons au sol et d'avoir une bonne amplitude. Si on n'a pas de gêne et pas de douleur, on essaie d'avoir une amplitude complète, comme notre magnifique mannequin nous l'a montré. Et si on a peur de se blesser, comme on le disait tout à l'heure, on s'y prend comment? Ça y est, il fait la danseuse. Qu'est-ce qui se passe? J'étais parti, Il nous moi. fait des entrechats dans 2 minutes. Si on a peur de se blesser, l'idée, c'est d'être juste progressif, comme on l'a vu sur l'amplitude et la vitesse. Ce sont les 2 piliers sur lesquels on peut jouer sur un exercice pour se l'approprier et laisser du temps à son corps de s'adapter à cette... Donc il faut s'écouter quand même. Absolument. C'est vrai que comme on croule un peu sous les injonctions sur les réseaux en disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire tant de fois minimum. Non, en fait, quand même. Des fois, il faut revenir à fait ses du bien. propres sensations. Le squat est un très bon exemple. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir en me disant j'aime pas le faire comme ça, je me sens raide. Ouvrez un peu plus, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Essayez, faites-en 2, 3 là, vous qui Exactement. nous regardez chez vous, ça va vous faire du bien. Alors il y a quelques jours, il y avait donc le marathon de Paris. Vous, Aymeric, vous avez choisi de vous lancer un autre défi. Ouais. On l'a suivi sur vos réseaux, c'est celui de réaliser le marathon des sables. Il y a quand même, écoutez bien, vous qui nous regardez, 270 km de course. Et c'est sur 6 jours, en plein désert, non, ça serait bien, en plein désert. Donc il y a forcément beaucoup plus de difficultés que quand on est sur le bitume. Pour autant, tout le monde est arrivé au bout. Est-ce que Quasiment. vous pouvez nous Il y a raconter très, comment très ça se peu fait? d'abandon sur une telle course. Je crois que c'était 5 à 6%. Donc on était 1500. Donc énormément de finishers. Pourquoi est-ce que c'est possible de le faire? Parce qu'il n'y a pas de vitesse obligatoire. Sur marathon, on est très fixé Il n'y a pas de sur les pression, chronos. alors, en fait. Exactement. Je veux absolument faire moins de 4 heures parce que j'ai vu qu'il fallait faire ceci, il fallait faire cela. Sur des telles distances, la vitesse est bien plus réduite. J'ai énormément marché. J'ai pas du tout fait les 270 km en courant. Et il y a des gens qui n'avaient pas du tout mon niveau qui ont réussi à le terminer. Les bénévoles, évidemment, ça nous aide, ça nous pousse. Il y a un vrai effet de groupe et de cohésion. Tout le monde se soutient. Il n'y a pas vraiment de « je veux être le meilleur », mais c'est plutôt « je veux que le groupe se dépasse ». Et vraiment, les gens sous-estiment des fois la capacité qu'on peut avoir à faire de tels efforts. Dans ma tante, il y a une personne, elle avait 65 ans. Et c'était la 4e fois qu'elle le faisait. C'est incroyable. Aymeric, bravo. Je crois qu'on peut l'applaudir. Il est fort. Merci mille fois. Merci à tous nos experts. Merci Sarah. Merci Arnaud. Merci de m'accompagner au quotidien pour cette
bulle de bien-être. Je crois qu'elle fait du bien, surtout en ce moment. Donc, merci d'être de plus en plus nombreux à nous accompagner chaque matin, vous qui êtes chez vous. J'espère que ça vous aura donné envie de vous dépasser un tout petit peu, mais tranquille. Hein. Voilà, on va se retrouver demain, 9h55. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée sur France 2. Merci Héloïse de nous avoir régalé. On va se terminer. On va se finir avec vous. Voilà. Merci Héloïse.